Le break santé avec Antoine et Sarah. Le podcast où on ne te fera pas sentir mal de prendre un break. Bienvenue à ce nouvel épisode du break santé. Aujourd'hui, on reçoit Catherine Lepage, nutritionniste, puis on parle de tout ce qui est relié à la masse musculaire. Yes! D'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir plus sur Catherine ou si vous voulez voir ses réseaux sociaux ou même la consulter, vous pouvez retrouver toutes ces informations dans la description de l'épisode. Bon épisode! Good. Bon épisode! Salut tout le monde! Allô? Ça va bien? Salut Sarah! Vous ne savez pas? Ah oui, on salue le chien de Catherine. Vous le savez pas, on est dans notre prise 2.5, je pense, parce qu'on a plein de problèmes de connexion. On commence comme ça. C'est aujourd'hui, là. Oui, c'est ça. Il y a des journées comme ça où la technologie veut rien savoir de nous. Fait que bonjour Catherine Lepage, nutritionniste. Allô, Sarah Normandin. Ça va bien? Ça va, oui, Oui. toi aussi. Hey, Oui, oui, oui. on va réussir à l'avoir cet épisode-là. On est super content de te recevoir parce que on voulait que tu nous parles finalement de tout ce qui était en général protéines, masse musculaire et compagnie. On veut briser plein de mythes par rapport à tout ça. Mais avant tout, est-ce que tu voudrais te présenter, parler de ton parcours? C'est quoi ton genre de clientèle aussi avec qui tu travailles? Oui, bon, ben, je vais essayer de faire ça quand même de manière concise un petit peu, là, mais tu sais, dans le fond, comme tu as mentionné, je suis nutritionniste, donc j'ai un bac en nutrition. J'ai fait toutes mes études à l'Université Laval, donc j'ai fait mon bac. Après ça, j'ai fait ma maîtrise en kinésiologie à l'Université Laval aussi. Puis pourquoi je suis allée dans le domaine de la kinésiologie, c'est parce que j'avais un intérêt plus pour la nutrition sportive, l'activité physique. Donc, je suis allée vers ça. Puis en parallèle aussi, j'ai commencé dans le fond, à pratiquer au privé, donc à monter ma clientèle. J'ai travaillé aussi en recherche pendant ma maîtrise et après aussi comme professionnelle de recherche. Puis j'ai aussi complété un DESS en alimentation fonctionnelle et santé. Donc tout ça fait en sorte que tu sais j'ai vraiment acquis un bagage, surtout avec le client de nutrition vraiment pour accompagner les gens dans leur démarche. Donc j'ai comme je disais développer ma pratique en nutrition au privé. Puis aussi, j'ai un autre chapeau qui est l'enseignement. Donc, je voulais enseigner. Puis depuis 2020, je suis titulaire et chargée de cours, dans le fond, à l'Université Laval. Donc, j'enseigne le cours nutrition performance sportive au 12e cycle. Donc, moi, j'adore ça. Donc, c'est sûr que moi, comme je dis tout le temps, j'ai vraiment comme deux chapeaux. Tu sais, oui, je fais de la nutrition sportive, mais je fais aussi beaucoup de la nutrition qui va être plus au niveau de la gestion du poids, changement des saines habitudes de vie. Puis, quand j'ai le temps, ben, je fais aussi un peu sur les médias sociaux. J'essaie d'être présente là-dessus aussi. Oui, ben c'est comme ça qu'on t'a. Je te suis, ça fait longtemps, mais c'est comme ça que ça nous a donné envie de t'en parler parce que tu parles souvent de masse musculaire, protéines, mythes associés à ça, suppléments, puis on trouvait ça bien pertinent. Puis on aime le même genre de sport aussi. Là, Antoine, c'est là que t'es out aujourd'hui. Non, mais j'ai fait beaucoup de muscu, puis j'en fais encore, puis j'aime ça, tu sais. Mais Sarah, il y a quelque chose que Catherine vient de dire qui accroche mon oreille, j'aime bien ça. On dirait que c'est rendu tabou de nos jours de dire on travaille en gestion du poids puis saines habitudes de vie, puis je trouve ça cool que tu le dises puis que tu t'en caches pas, tu sais. La réalité, ce que je vois, c'est que, tu sais, le trois quarts des gens veulent ça, là, une gestion du poids, puis maintenant, c'est comme rendu ils veulent perdre du poids, perdre du gras, peu importe, c'est comme tout le monde s'en cache, puis fait que j'apprécie. Oui, ben moi j'en parle parce qu'en tout cas, ben moi, ma façon, si je peux si je peux ouvrir une petite parenthèse, moi j'apprécie en parler parce que je pense que si on donne pas un peu une voix à ça, ben moi ce que je crains, c'est que les gens vont se tourner vers des coachs en ligne, des coachs qui n'ont pas de formation, puis je trouverais ça dommage pour ces personnes-là. Donc, c'est sûr et certain que moi, j'aime mieux en parler, verbaliser, puis des fois, être réaliste avec les gens. Ben, quelqu'un vient me voir pour une perte de gras, ben, je regarde pourquoi qu'il le fait, pour quelle raison qu'il veut perdre du poids. Des fois, c'est des changements d'habitude qui vont juste lui faire du bien au final. C'est pour ça que moi, j'aime mieux quand même en parler puis continuer de verbaliser ça. Là.
Oui, ben c'est une bonne parenthèse, là. Merci Mhm. de le souligner aussi, Antoine, effectivement. Mm. C'est moi, c'est ça. Mais c'est plate, c'est dommage que ce soit rendu là parce que c'est rendu pour plein de raisons, là, bonnes et peut-être moins bonnes, mais ça reste que ça a été très galvaudé, là, la perte de poids. On le sait, là, avec la culture des diètes, là, on approche les fêtes, ça va être les résolutions bientôt. Il y a plein de diètes régimes qui vont arriver. Puis ça fait en sorte que ben, on dirait qu'il y a comme, en ce moment, on n'ose plus dire qu'on travaille des fois un peu dans ce sens-là, mais c'est vrai que les gens se posent des questions. Fait que moi aussi, je suis avec toi, la petite Catherine. Les gens ont le droit de se poser des questions, les gens ont le droit d'avoir des réponses, mais je pense que la nuance principale, c'est qu'il n'y a pas de garantie de perte de poids comme les programmes vont faire. T'sais. Fait que c'est là que c'est Ouais. intéressant d'aller consulter un vrai professionnel de la santé pour avoir les réponses, puis que ce soit très clair puis très franc par rapport à tout ça, puis voir après ça, est-ce qu'il y a des choses à changer? Est-ce qu'il y a un potentiel? Est-ce que, c'est ça, de mettre un peu les cartes sur table par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que d'en faire un sujet tabou, le principal risque, c'est que ben, si je peux pas aller consulter ma nutritionniste pour mes questions en lien avec le poids, je vais aller voir qui, tu sais. Mhm. Ouais, c'est un peu réduction des méfaits. T'sais, même des fois, il y a des gens qui vont rester avec des objectifs qu'on peut qualifier de malsains là, pour le poids, mais t'aimes quand même mieux que cette personne-là. Ben, tu sais qu'elle va vouloir le faire anyway, tu sais. Fait que t'es mieux de l'accompagner puis être dans la réduction des méfaits puis de rendre ça le moins malsain possible, tu sais. Puis ça tombe bien, vous êtes très bien placé pour le faire. Fait que Mm. c'est ça qui est Puis après cool. ça, c'est de savoir reconnaître ses limites. Tu sais, si toi, comme professionnel, t'es pas à l'aise de le faire parce que c'est comme, je sais pas, là, c'est pas quelque chose que tu aimes faire ou c'est comme tes valeurs, ou peu importe, c'est correct, mais est-ce qu'on peut rediriger la personne vers quelqu'un qui va vouloir le faire? Tu sais, mettons, perte de gras, là, c'est un beau sujet, là. C'est moi, la perte de gras, ce que ça implique, j'ai pas les compétences pour faire ça, puis j'ai pas l'intérêt nécessairement non plus. Si ça prend des calculs précis de calories et compagnie, c'est comme le running gang, parce qu'Antoine connaît plus les calories que moi. Pour avoir eu dans le passé certains enjeux au niveau troubles alimentaires, mais Antoine, pour moi. Mais je trouve ça intéressant. Fait que, moi, ce genre de client-là, je te l'enverrai à toi, Catherine. C'est un peu ça ma vision aussi que je trouve le fun. Mhm. Mm. Une belle parenthèse, ça. Ouais. Oui, c'est parce qu'en fait, en nutrition sportive, je pense que si on fait juste parler du chapeau nutrition sportive, il faut parler de perte de gras parce que c'est comme tout le temps en arrière-fond, justement, peut-être en arrière-plan, excusez, là, chez les sportifs. Souvent, des fois, les sportifs qui veulent perdre du gras, prendre de la masse. Donc, c'est ça, il faut en parler aussi. Puis c'est tout le temps comme un enjeu qui revient chez cette clientèle-là quand même. Là. Même si on le sait que la perte de gras n'égale pas nécessairement de meilleure performance sportive, mais il faut en parler. Mais c'est ça, après, il y a une différence entre en parler puis garantir des résultats ou faire n'importe quoi ou c'est ça. Oui. On accompagne bien la personne dans ce sens-là. Puis on donne toute l'information. Puis après ça, la personne fait un choix libre et éclairé. Puis voilà. Là. Exact. Comme pour n'importe quoi. J'aime ça. Ben, c'est ça. Fait qu'on n'est pas en train de faire la promotion de la perte de poids pour tout le monde. Tu sais, c'est ça. Des fois, c'est comme si on dit quelque chose, c'est comme si c'était complètement un extrême ou l'autre. Mais tu sais, on peut mettre des nuances là-dedans puis il peut avoir un juste milieu. Tellement. Revenons dans le sujet de la fameuse masse musculaire. Les les prots. Ça serait quoi mettons, les conseils alimentaires là, à mettre en place si on veut prendre la masse musculaire? C'est quoi la base? Bon, ben c'est sûr que ça dépend. C'est parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de contextualisation à faire, premièrement. Donc, c'est sûr que premièrement, il faut voir est-ce qu'on s'adresse à un athlète ou monsieur, madame, tout le monde qui va commencer à s'entraîner. Donc, ça dépend de la base de où on part. Mais je te dirais, en bref, que les grandes lignes, premièrement, c'est d'avoir un plan d'entraînement qui est adapté. Donc, si on veut prendre la masse musculaire, il faut faire de la musculation. Donc, si on est quelqu'un qui s'entraîne de manière inconstante, qui va au gym une fois par 2 semaines, ou des fois 4 fois par semaine, donc en partant, ce ne sera pas un succès, là, le processus de prise de masse musculaire. Donc, d'avoir un plan encadré, structuré, qui va faire en sorte qu'on va lever plus lourd, avoir une augmentation du volume d'entraînement, de la fréquence. Donc, ça, c'est vraiment le facteur le plus déterminant de la prise de masse musculaire, justement, l'entraînement. Ensuite, de ce point de vue nutritionnel, ben là, le facteur principal, c'est d'avoir un surplus calorique. Donc, l'amplitude du surplus calorique va dépendre des besoins énergétiques. Ça, c'est sûr, de l'individu. Là, il faut faire une évaluation. Mais c'est ça, les choses, les 2 piliers principaux. Ouais, puis tu sais, au niveau de l'entraînement, tu sais, je dis souvent,
Bon, les débutants, là, ils prennent de la masse musculaire là, quasiment en étant couchés. Là. Non, c'est vrai, mais ils lèvent des poids, puis ils en prennent, ou quelqu'un de très sédentaire peut genre aller marcher, puis ses jambes vont potentiellement prendre un peu de masse musculaire au début, puis après ça, c'est d'optimiser. Mais tu sais, mettons quelqu'un qui s'entraîne, là, on veut aller chercher vraiment de l'échec musculaire. Fait que ça prend quand même un très bon stimulus là, pour aller chercher justement cette prise-là. Mais tu sais. C'est quoi l'échec musculaire pour les gens qui nous écoutent, qui savent pas de quoi tu parles? L'échec musculaire, c'est tu lèves des poids, puis même si t'as genre ta musique préférée dans le tapis, quelqu'un qui te crie dessus pour que tu fasses une rep de plus, puis que t'es bien motivé, ça lèvera plus. Ça, c'est l'échec musculaire. Tu sais. Fait en passant, tu sais, selon les exercices, faites pas ça tout seul des fois parce que ça peut être dangereux là, si tu t'échappes pas dessus. Mais c'est ça l'échec musculaire. Ben non, tu sais, il y en a qui font du bench des fois tout seul, mais tu sais, la réalité, c'est que si la barre, elle tombe dans ta gorge, tu sais, fait que tu peux mourir. Fait que fais attention, tu sais, mets des safes et quelqu'un avec toi. Mais la beauté de la chose, c'est que tu n'as pas besoin d'aller exactement à l'échec musculaire. Tu peux être très proche de l'échec musculaire, puis tu vas aller chercher ton stimulus quand même pour la prise de masse musculaire. Tu peux être à 1 à 2 répétitions proches de cet échec-là, puis tu vas avoir des bons gains aussi. Là. Fait que c'est pas nécessaire là, d'être 100% du temps à l'échec musculaire. Là. C'est quand même très taxant sur le corps de faire ça. Là. Ça m'amène aussi à un autre point de les fameuses rep range, le 8 à 12 répétitions, peu importe 15 répétitions, là, tout dépendant. T'sais, encore une fois, l'important, c'est l'échec. Fait que tu ailles 1 rep, 2 reps, 30 reps, tu vas avoir des gains en masse musculaire là, quand même de manière similaire. Mais après ça, tu vas aller choisir ton nombre de répétitions en fonction de comme plein d'autres facteurs. Là. Si tu veux gagner plus de la force, ben, c'est pas avec du 30 répétitions que tu vas aller en gagner nécessairement. C'est quand même, il faut séparer le masse musculaire puis force, même si c'est corrélé, là, c'est quand même 2 choses différentes. Puis tu sais aussi, si ton but c'est de prendre la masse musculaire, puis tu as le choix entre faire 8 répétitions, 12 répétitions ou 30 répétitions, ben, tu choisiras qu'est-ce que toi te convient le mieux. Là. Si tu préfères travailler avec des poids moins lourds, mais plus de répétitions, tu peux faire ça aussi. C'est juste ça prend un peu plus de temps. Moi, personnellement, j'aime bien le 8 à 12 répétitions parce que c'est moins long. Fait que, tu peux choisir toutes ces choses-là. Puis un coup que le stimulus d'entraînement est parti, ben, après ça, c'est là que la nutrition là, vient jouer un rôle fort important pour récupération puis s'adapter. Là. Je pense aussi que ça dépend aussi de l'historique de la personne. Ça dépend comment ça fait d'années que la personne s'entraîne musculairement. Là. Quelqu'un qui commence, de faire juste peut-être 3 fois par semaine, 2 à 3, ça va être suffisant. Mais quelqu'un qui, ça fait longtemps qu'il s'entraîne, son potentiel de prise de masse, il va falloir qu'il fasse plus de volume. T'sais, moi, ça fait depuis, exemple, personnellement, ça fait depuis que j'ai 16 ans que je fais de la musculation. Donc, il faut que je fasse un volume plus grand pour être capable de voir des progrès. Là. C'est sûr que c'est du 8 à 12, j'en fais, mais je monte à du 15, par exemple. J'ai fait de la force dans le passé, j'ai fait du powerlifting, donc j'ai fait beaucoup de range justement de répétition. Donc là, actuellement, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment tenir en compte de la personne à part où, évidemment. Ouais, c'est une surcharge progressive. Puis là, je parle du fameux rep range, mais si on est débutant en entraînement, c'est pas le temps de commencer à faire une répétition avec des poids extrêmement élevés. Tu veux commencer plus en endurance, fait que plus vers les répétitions élevées, puis tranquillement pas vite, tu diminues un peu tes répétitions, puis tu augmentes le poids, mais il faut savoir qu'en travaillant avec des poids lourds, la technique devient extrêmement importante, fait que les blessures arrivent pas mal plus vite. Là, si tu fais un moins bon mouvement avec des 5 livres dans tes bras, je veux dire, il y aura plus ou moins de l'impact. Là. Ben, tout dépendant, là, il y a toujours des conditions, mais... C'est lourd, 5 livres, Antoine. Pour certaines personnes, ça peut, par exemple. Moi, que j'ai je vois quelque chose. C'est lourd. Parlant des 5 livres, là, ce que je vois beaucoup, c'est les femmes qui ont peur de prendre la masse ou quoi que ce soit, mais ils arrivent au gym, puis naturellement, ils s'en vont vers les 3 livres, les 5 livres, les 8 livres. Comme Claudia l'a dit récemment, ça m'a vraiment comme fait repenser à ça. La vérité, c'est quand les femmes prennent leur sac d'épicerie, prennent les petits-enfants, les femmes sont fortes, là, vous pouvez lever plus lourd, vous êtes capable. Oui. Les poids, on dirait qu'ils font comme peur parce que c'est des poids, mais si on regarde dans le quotidien, là, ils enlèvent des poids lourds. Là, Oui. On pourrait continuer sur ta parenthèse. Oui, ça ne dérange pas. Oui.
Moi aussi, je suis comme full allumée. Ça, c'est important parce que moi, j'encourage tellement les femmes à faire de la musculation parce qu'on le sait que justement, c'est un des plus grands déterminants pour justement le côté fonctionnel à long terme, avoir diminuer le risque de blessure, d'être forte, c'est bon pour notre masse osseuse aussi. On a tellement d'avantages, les femmes, à en faire. Mais en même temps, on envoie ce message-là, mais moi, dans le fond, dans le concret, je vois que quand des femmes veulent prendre de la masse musculaire, ça va impliquer justement de faire des poids un peu plus lourds, de manger peut-être un peu plus si elles veulent prendre la masse musculaire, mais c'est là qu'elles peuvent avoir un blocage. Elles ont peur. Ça, là, c'est ça, je vois vraiment quand même un clash entre les deux. Par exemple, les hommes vont avoir un peu moins de misère à manger un surplus calorique. Bon, ça peut dépendre évidemment, mais les femmes, c'est très, très complexe parce que manger un petit peu plus de calories, faire un peu plus lourd, elles vont avoir peur de ressembler d'un homme, elles vont avoir peur d'être trop développées. Donc, il y a tellement de mythes encore à défaire parce que même si on lève un peu plus lourd, mon Dieu, ça prend tellement de temps à faire de la masse musculaire. On ne viendra pas, Madame Univers, là, en faisant justement plus de la musculation. Là. De toute façon, quand on voit des images de femmes très, très, très musclées, c'est pas naturel habituellement. Là. C'est des femmes qui vont prendre des substances dopantes, là, malheureusement. Ça ne reflète pas du tout la réalité. Tu amènes vraiment deux bons points. Tu sais, Sarah, on a eu cette discussion-là récemment. Oui, c'est pas juste le VO2 max qui est important. La masse musculaire aussi, puis la force, c'est important. Voilà. Mais les fameux produits dopants, tu sais, souvent, c'est ça qui revient, puis je vais jamais le dire assez, là. Le 3/4 des gens très populaires sur les réseaux sociaux là, qu'on voit qui sont genre à LA et ces affaires. Tu sais, premièrement, ils ont les dents faites. Deuxièmement, le 3/4 prennent des stéroïdes. Puis ça peut être prescrit quand même facilement, dépendamment d'où est-ce que tu es là, aux États-Unis. La médecine fonctionne vraiment différemment d'ici. Fait que, des fois, là, les attentes et la réalité, c'est deux choses. Là. Tu peux regarder quelqu'un de naturel ici qui s'entraîne depuis 10 ans, puis il sera jamais aussi large. Tu sais, quand on considère que là, c'est comme trop souvent, il faut savoir que ces gens-là sont dopés, puis les gens qui font des compositions de bodybuilding, c'est très, 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 très répandu. Fait on dirait que c'est ça, il y a tout le temps ce clash-là, puis c'est comme, il faut vraiment être capable de mettre ça à off, puis juste comme shifter le focus. Puis on en a déjà parlé aussi, tu sais, quand tu t'entraînes avec des charges très élevées, tu peux ne pas aller à l'échec musculaire puis augmenter ta force, puis ça reste que tu vas avoir des améliorations neurales pas mal aussi, plutôt que structurelles. Bien, évidemment, il va en avoir quand même, mais un peu moins que si tu te concentres tout le temps à aller à l'échec musculaire. Fait que tu peux prendre de la force en limitant un peu la prise de masse musculaire. Fait que, tu sais, puis même écoute, ça dépend des objectifs des gens, là, mais... Ça vient me chercher cette discussion-là à chaque fois, parce que je me dis, tu sais, puis je sais d'où ça vient, là, tu sais, nos fameuses normes sociales de minceur, que la femme, faut qu'elle soit toute mince, toute menue, toute pas forte, puis que, tu sais, qu'elle soit pas capable d'ouvrir ses peaux toute seule. Hey, come on, là, c'est genre, peux-tu les lever toute seule, mes affaires? Je peux-tu les ouvrir, mes peaux? Hey, moi, ça me fait tellement plaisir de faire comme, donne-moi là le pot que je vais te l'ouvrir, tu sais, puis de dire, je suis capable de le corder, mon bois tout seul, là, je vais m'en occuper. T'sais. Hey, cette boîte-là de déménagement, crème, je suis capable. Là, arrêtez de me dire que je suis pas capable. Là, je suis capable, c'est le fun. Là. Je suis autonome, je suis fonctionnelle. Puis après ça, le physique, pourquoi on décide? Qui a décidé que la femme devait être pas musclée puis menue? Puis je dis pas qu'effectivement, on va prendre du muscle puis devenir Hulk au féminin dès demain matin. Là, c'est pas ça. On le sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en quoi c'est grave? Souvent, ça va être les femmes, ça va être les bras. Ben, non, là, je veux pas mettre plus de charge parce que je veux pas avoir trop des gros bras. Ben, what, là, c'est fonctionnel. Tu vas être capable de prendre tes enfants plus facilement. Tu vas peut-être avoir moins de risque de te blesser aussi quand tu vas lever des charges plus lourdes. C'est quand même intéressant, tu sais. À quel point ça revient toujours à la discussion sur à quel point on met l'accent dans notre société sur l'apparence, tu sais. Puis je le comprends, là, tu sais, j'accuse pas personne à la maison qui se pose ces questions-là. Tu sais, même moi, dans le passé, ça me trigger à chaque fois, là, mais tu sais, je me suis déjà fait dire, tu devrais peut-être mettre des charges moins lourdes parce que tu vas trop prendre de masse musculaire dans le haut du corps. Ben, so what? Tu sais, j'avais des bébés bras avant, je n'étais pas capable de rien lever, là. Je veux dire, c'était pas drôle, là. Il n'y avait rien de le fun là-dedans, là. C'était vraiment ridicule à quel point je n'étais pas capable. Tu sais, mon petit 5 livres, il était lourd, là. Et là, aujourd'hui, je me sens vraiment plus fonctionnelle, puis j'ai pas des poids encore là si énormes que ça, mais au contraire, tu sais, c'est le fun des fois de faire comme, ah ouais, je suis capable de prendre ce poids-là, puis je suis capable de le lever. Hey, mon corps, il est bien hot. Je m'attendais pas à ça, tu sais. C'est super valorisant. Okay, je trouve ça plate que on soit pogné encore les femmes dans cette maudite image-là, là, finalement. Fermeture de la parenthèse. Merci pour cette parenthèse. Fallait que je lève le doigt là-dessus, Antoine. Ben oui, tellement. Je sais qu'on a déjà parlé, mais c'est un sujet comme quand même. Ouais. Mais c'est ça limite beaucoup de femmes à bouger. C'est ça que je te Oui, c'est ça qui est dommage, vraiment.
Ouais, ben écoute, on changera pas ça aujourd'hui, mais avec le temps, puis on verra, mais tu sais, ce qui est désirable autant chez la femme que chez l'homme au travers des époques va changer constamment, puis il va continuer de changer, tu sais. Fait que ce sera à voir ce que le futur réserve, mais de moins en moins, je pense que tranquillement, pas vite, en tout cas les plus jeunes femmes que je vois, ils ont moins peur de prendre de la masse Oui, musculaire. il y a comme une mode aussi d'être. Ben, tu sais, c'est que souvent, tu sais, on veut prendre la masse, mais être fit, mais au bon endroit, tu sais, entre guillemets. Ouais, fesses, jambes, laisse cuisse. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, pas trop, tu sais, c'est ça, pas trop le Ouais. haut. Mais tu sais, tu nommais même le côté désirable, mais tu sais, pourquoi, dans le fond, là, tu sais, pourquoi c'est ça, la norme? Pourquoi, tu sais, on n'a pas une apparence pour être juste désirable non plus? Puis, tu sais, je comprends, là, que je comprends tout le principe, Ouais. mais, tu sais, des fois, c'est de revenir à, tu sais, qu'est-ce qui est important aussi, puis c'est quoi qu'on veut dégager dans tout ça, puis tu sais, comme tout le côté fonctionnel, qualité de vie, santé, etc. Mais je sais, là, on ne changera pas ça demain matin, là, je suis tout à fait consciente, mais on a le droit de se poser des questions aussi, puis Ben oui. mettre ça en question. Ben oui, 100%. Je serais vraiment d'accord avec ça. C'est ça que je voulais dire. On peut passer à la prochaine question? Oui. Parce que quand on parle de masse musculaire, veut pas, ça vient toujours avec le discours sur les fameuses protéines. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est quoi les recommandations? Puis surtout, tu sais, ce que moi, je vois souvent, là, c'est que justement, les gens vont. Parce que, tu sais, on va se le dire, là, souvent, je vais parler pour les femmes pour cette petite portion-là, mais chez les hommes aussi, ça va être je veux prendre la masse musculaire, mais je veux pas prendre de gras, tu sais. Fait que de là aussi, tu nommais des fois certaines barrières des femmes de manger plus, tu sais. Ben, effectivement, on se fait répéter depuis qu'on est jeune qu'il faut manger moins et bouger plus. Fait que pourquoi je mangerais plus puis que je bougerais plus, tu sais. C'est sûr qu'il y a une espèce de clash quand ça fait ça. Puis c'est toujours la peur aussi de pas prendre ce qu'on, je vais dire en gros guillemets, à la mauvaise place. Il y a toujours la peur que les gens pensent que s'ils mangent plus nécessairement, ça va jouer sur la masse grasse puis ça ira pas nécessairement dans le muscle. Fait que, comment qu'on départage un peu tout ça? C'est intéressant parce que tu as comme plusieurs sous-questions ensemble. Ben oui, mais... toujours. Bon, ben, premièrement, les protéines. Ça, c'est vrai, tu as un très bon point parce qu'aussitôt qu'on parle de masse musculaire, les gens associent ça tout de suite à protéines. Bon, c'est sûr que oui, quand on veut prendre la masse musculaire, il faut quand même s'assurer de consommer suffisamment de protéines, mais pour la majorité des gens, c'est pas un problème. Puis pour les sportifs non plus, parce que on se fait tellement dire que les protéines, maintenant, c'est important, c'est rendu une mode dans la société que la consommation de protéines est relativement correcte par rapport aux besoins pour la majorité même des athlètes. Donc, quand on veut prendre la masse musculaire, je dirais que le chiffre, là, le 1,6, c'est vraiment 1,6 g de protéines par kilogramme de poids. C'est un seuil où est-ce qu'on voit le plus de bénéfices. Donc, c'est pas tant que ça quand même là, pour quelqu'un qui est omnivore puis qui mange la viande, les produits laitiers. Si on tombe dans un point de vue vegan ou végétarien, il faut quand même faire des ajustements. Mais c'est quand même réaliste, mais il faut porter attention un petit peu plus quand on a des contextes comme ça. Mais quand on consomme 1,6 g de kilogrammes de protéines par poids corporel, c'est là qu'on va avoir un potentiel optimal pour prendre la masse musculaire. On peut se permettre d'aller jusqu'à du 2 g par kilo, 2,2 g. On n'aura pas plus de gain de masse, par exemple. C'est juste que des fois, la personne mange plus, ça va manger un peu plus de protéines par le fait même. Donc, c'est pas grave d'aller un peu plus haut que ça. Puis au niveau justement de la distribution des protéines, on pourrait en parler. C'est quand on veut prendre la masse musculaire, la distribution devient importante parce qu'on veut fournir des apports en protéines qui sont bien distribués dans la journée pour optimiser la synthèse de masse musculaire. Donc, on va y aller entre 20 et 50 grammes de protéines par repas ou collation. Donc, en général, si on y va avec 3 repas, 2 à 3 collations, tout dépendamment des besoins énergétiques, c'est parfait. Donc, de s'assurer d'avoir, tout dépendamment aussi l'heure à laquelle est l'entraînement, d'avoir des apports avant et après. Ça peut être des bonnes stratégies aussi et peut-être un apport avant le coucher aussi. Donc, d'avoir un apport en protéines à digestion un peu plus lente, comme mettons de la caséine, du fromage cottage, du yogourt grec avant le coucher, ça peut être une idée pour faire en sorte qu'on ne tombe pas en catabolisme musculaire durant la nuit. C'est une stratégie que j'utilise beaucoup, par exemple, chez les joueurs de hockey, les joueurs de football, par exemple, même des fois les adolescents là, qui ont des besoins énergétiques très élevés. Là. Donc, en gros, c'est ça. Puis pour la femme, c'est la même chose. Donc, on est dans nos... nos besoins sont là aussi. Il faut consommer, s'assurer que nos apports en protéines sont corrects aussi. Je vous dirais que c'est le repas qui a le plus à travailler souvent chez les femmes aussi qui veulent prendre la masse musculaire, mais chez les hommes aussi, mais peut-être un peu plus chez les femmes, c'est le déjeuner. Ça reste dur à consommer suffisamment de protéines. Oui, effectivement.
Ouais, tu fais le tour vite des sources de protéines au déjeuner, tu sais, à un moment donné, Ouais. Ouais. le yogourt, puis les œufs, puis tu sais, c'est comme, OK, là, fait que puis du tofu, tu mangeras pas ça tant que ça au déjeuner, généralement. Bon, il y en a qui incluent la PVT dans les gruaux, moi, c'est pas tant mon vibe. Bon, les viandes le matin, c'est rare que, que quelqu'un s'attende de manger un steak en se levant, tu sais. J'en ai. Des jours de football, jours de hockey, c'est fréquent, eux autres, là. Ouais, mais tu sais, mettons, population générale, tu sais, c'est Oui, oui, rare, là, tu c'est sais, vrai. mais oui, effectivement, là, t'en Ouais. as là, qui sont assez intenses, là, on va se le Ouais, dire. ouais. Puis j'aurais le goût de préciser aussi, tu sais, parce que là, tu as une clientèle qui est quand même très sportive. Mais mettons, quelqu'un qui dit, moi, je veux optimiser peut-être plus ma masse musculaire, mais juste, tu sais, je m'entraîne, mettons, 2, 3 fois semaine, là, puis je veux optimiser ma masse musculaire, tu sais, à quel point on va viser, on va mettre autant d'accent sur les protéines, puis sur cette répartition-là, en fait, est-ce que l'importance est pareil? Les journées qu'on s'entraîne pas, comment qu'on gère ça? Ben, je dirais qu'au-delà de juste la prise de masse musculaire, il y a quand même l'aspect de la gestion de la faim de la satiété parce qu'en Mhm. en consommant des protéines mieux réparties dans la journée, ben, la personne qui est active va ressentir plus la satiété, elle va avoir moins envie de grignoter, va avoir une meilleure écoute de sa faim. Donc, elle peut gagner aussi à consommer, avoir un apport en protéines adéquat pour ses besoins. Donc, 2 à 3 fois semaine comme fréquence d'entraînement avec un apport en protéines aux alentours de 1,5, 1,6, ça serait en masse suffisant, puis la personne va maximiser son potentiel, là, je pense. Mm. Ouais, fait que tu le garderais finalement là, dans les jours de repos Ouais, c'est ça. aussi, là. Oui, les jours, oui, excuse. Ouais, Pour les c'est jours ça. de Ouais. repos, oui, les journées de repos, il n'y a pas de changement. Au niveau de l'apport en protéines, repos ou non, nos besoins sont là pareil. On avait une discussion parce qu'on parlait là, du fameux là, RDA, là, les apports recommandés là, au niveau des protéines, c'est le fameux 0,8 grammes par kilo. Oui. Tu sais, je parlais de ça avec Sarah, puis j'étais comme, je trouve pas que c'est suffisant parce que, tu sais, je regarde la moyenne des gens qui arrivent dans mon bureau, puis moi, c'est pas des athlètes là, quand ils arrivent. Tu sais, généralement, la masse musculaire est très faible, ils s'entraînent pas, puis tu sais, l'apport en protéines, tout dépendant des gens, il est pas nécessairement toujours élevé. Puis tu sais, je suis comme le 0,8 grammes par kilo, c'est vraiment pas beaucoup, on s'entend, là. Même un végétarien là, peut quand même l'atteindre relativement facilement. Mais c'est pas suffisant. T'sais, dans ma tête, tout le monde, premièrement, devrait s'entraîner plus. Puis dans ma tête, tout le monde devrait prendre un certain niveau de masse musculaire de ce que je vois quand ils ne s'entraînent pas. Fait on avait comme ouvert ce sujet-là, mais je suis content d'entendre de dire que même dans les jours de repos, même si tu t'entraînes juste 2 fois, ben juste, c'est quand même 2, 3 fois semaine. Ouais. C'est quand même des fois le max de Quand plusieurs même. personnes. Oui, C'est oui, full correct, là. effectivement. Mais ouais, c'est ça, de dire que c'est correct d'augmenter. Moi aussi, je trouve que c'est bon, là. Quand on fait, quand on Ouais. suggère aux gens de consommer dans au moins un 20 grammes de protéines au déjeuner, juste en partant, c'est déjà. Si on ajoute ce même chiffre-là au repas, on est proche du 0,8, même un peu plus, là. Donc, moi aussi, je trouve que ça reste très bon comme apport. Oui, puis tu sais, le ANR, en fait, c'est l'apport nutritionnel recommandé, mais ça reste que c'est fait sur des espèces d'analyses statistiques, puis c'est zéro personnalisé, puis c'est pour pas nuire, là. Fait que, tu sais, c'est pas que si on dépasse, c'est pas bon, là. Tu sais, c'est une espèce de bare minimum. Puis, tu sais, je veux pas aller trop loin là-dedans, parce que je l'ai pas lu au complet, mais j'ai vu une étude aussi en 2024 qui avait passé, qui remettait en question le 0,8, entre autres chez les personnes âgées, là, puis ça fait beaucoup de sens, là, parce qu'on veut encore plus préserver la masse musculaire chez les personnes âgées. Oui. Fait que oui, tu sais, je pense que c'est comme, on va dire que c'est un minimum, mettons, on pourrait s'entendre là-dessus, mais c'est souvent, tu sais, pas ce qu'on va viser à 100%. Puis après ça dépend du reste de l'alimentation de la personne, ça dépend de plein de facteurs, mais ça dépend de son entraînement, ça dépend de. Mais tu sais, même quelqu'un qui s'entraîne pas, tu sais, ça prend quand même un minimum, comme tu disais, Catherine. Tu sais, oui, ça peut jouer quand même dans la gestion de la faim. Entre les repas, là, la protéine ne coupe pas la faim sur le coup. Ça, je me le fais tout le temps demander, là. C'est un gros mythe qui circule. T'as faim, mange des protéines. Ben, ça va pas Non, nécessairement te donner de l'énergie puis couper la faim, là. C'est plus que ça va faire en sorte que ta faim va pas revenir trop vite après avoir mangé. exactement. Ouais. Voilà. Puis un peu, ben, tant qu'être dans. Ah, vas-y, Antoine. J'entends tout ça. Des fois, j'ai des gens qui sont comme ah, j'ai faim. Fait que là, la collation qu'ils se prennent, c'est ah, je vais me prendre un scoop de protéines avec de l'eau, tu sais. Oui, Puis je ben suis oui. comme Ben oui. Mais les régimes, ils font ça, non. Antoine, là. Ils font tout ça, là. Ils ont appris ça, là. Tu sais, déjà, en plus que de la protéine en poudre, ça se digère plus vite qu'un morceau de poulet, là, tu sais, on s'entend, là. Fait que, C'est liquide. tu sais, fait que à chaque fois, je suis comme non, erreur, erreur, erreur. Mais c'est ça qu'ils se font dire, tu sais, ne serait-ce pour ne pas le nommer, le fameux régime aux protéines, on nommera pas le nom commercial, mais c'est principalement ça qu'ils font, là, tu sais.
Puis ça marche, sur le coup, ils perdent du poids, mais tu sais, ça marche en gros guillemets, là. Après ça, il y a un regain de poids important, puis c'est loin d'être santé. Fait que après ça, les gens se disent, ben ça a marché, donc je vais continuer ces principes-là. Puis ils se font répéter ça par tous ces réseaux sociaux. T'as faim, ils mangent des protéines, ils vont compter leur amande, ils vont manger du fromage, puis ils comprendront pas pourquoi ils vont avoir encore envie de manger après, là. Les gens sont mêlés, là, je comprends, là. C'est ça. Ah oui, tu as soulevé un bon point parce que tu sais, autant des athlètes que la population générale, le shake de protéines, des fois, il revient souvent autour des entraînements. Puis en effet, tu sais, ça reste que c'est liquide. Puis de deux, ils consomment souvent ça tout seul avec rien d'autre. Ouais. Puis souvent, des fois, même j'ai déjà vu des gens qui prenaient ça comme juste au déjeuner ou autour des entraînements. Donc, c'est carrément insuffisant. Je leur dis, quand vous prenez ça avant un entraînement ou après, ben, c'est sûr que si vous, tout dépendamment c'est quoi votre volume d'entraînement, ça risque d'être carrément insuffisant parce que c'est juste une partie de l'équation. Il va manquer de nutriments. Mais c'est ça, c'est Les fameux glucides. Oui, ça rouvre la fenêtre un peu à ça, mais je trouve ça intéressant parce que tu disais, tu sais, quand on vise plus la masse musculaire, tu sais, avant et après l'entraînement, oui, des protéines, mais ça reste qu'avant, tu sais, pour avoir de l'énergie pendant ton entraînement, c'est pas les protéines qui vont le donner, tu sais. Fait on salue les glucides, mais beaucoup de gens vont faire ça, de dire, ah, mais je m'en vais faire de la masse musculaire, donc j'ai besoin de protéines. Ben, t'en as peut-être besoin un petit peu avant, mais t'as besoin aussi de quelque chose qui va donner l'énergie pour pousser sur ton poids rendu là-bas, là. Fait que Mais outre ton niveau d'énergie, tu sais, si tu n'as pas suffisamment de glucides, oui, tu vas manquer d'énergie, mais le corps a tendance à aller quand même chercher les protéines musculaires là, pour les utiliser à l'effort, surtout dans les longues épreuves d'endurance. C'est tellement important de manger des glucides pendant, pour ton énergie, mais t'assurer que tu préserves là, ta masse musculaire. Là, ça va comme la protéger un petit peu finalement. Fait que ça, on aime ça. On aime les glucides. On aime toujours les glucides. C'est super important, les glucides. Oui. Oui, très bon point. Mais justement, tant qu'à être dans les mythes, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois, toi, chez les gens qui veulent prendre la masse musculaire? La première chose, on vient de parler des protéines, là, je reviens encore sur elles, mais les protéines, c'est souvent la chose à laquelle les gens pensent en premier quand ils veulent prendre la masse musculaire. Donc, le premier, je te dirais, l'erreur la plus courante, c'est de manger, de booster l'apport en protéines puis de ne manger que ça. D'augmenter, dans leur assiette, ils vont majoritairement avoir des protéines, ils vont mettre de côté, ils vont avoir énormément de protéines, des légumes, pas beaucoup de glucides. Donc, ils mettent tellement l'accent sur les protéines qu'ils sont pas capables de manger assez pour avoir un surplus calorique. Je trouve ça, c'est dommage parce qu'au final, là, les gens vont stagner puis ils peuvent même perdre du poids à ce moment-là. C'est pas ce qu'on veut du tout, là, on s'en va totalement à l'inverse. Donc, manger trop de protéines, ça, c'est l'erreur la plus fréquente. Deuxième erreur, je dirais de ne pas avoir un surplus calorique. Donc, de manger pareil ou de même des fois manger moins ou de ne pas avoir de structure alimentaire. Puis, une autre erreur, c'est plus point de vue entraînement, de trop s'entraîner. Parce qu'on peut avoir des gens je parle par exemple des athlètes ou des ados ou jeunes adultes qui s'entraînent déjà beaucoup pour un sport en particulier. Puis là, ils vont ajouter de la musculation à côté de ça, mais là, leur dépense énergétique augmente tellement, mais leur alimentation ne suit pas, donc ils vont perdre du poids ou saigner. Donc, principalement c'est ça. important le repos aussi. Ce qu'il faut savoir, Oui. c'est que le muscle se construit quand tu n'es pas en train de l'utiliser. Fait que Mm-hmm. ça a besoin de repos. C'est important d'avoir. Si tu t'entraînes 5 jours semaine, puis des fois, tu as 2 entraînements par jour, le week-end, prends ça relax. Va faire autre chose. Va marcher, va faire tes conditions, va faire ton meal prep, fais tes devoirs. Fais ça avec tes enfants. Ouais, c'est super important, c'est de négliger la récupération. Oui, voilà. Puis, au niveau du surplus, on parlait d'amplitude du surplus. C'est comment tu gages ça? Ça serait quoi ton surplus que tu vises? C'est un gros versus un petit, puis qu'est-ce que ça représente? Puis... Le surplus c'est sûr que ça dépend beaucoup de l'individu, de sa dépense d'énergie qu'on va estimer à la base, mais souvent un surplus entre 200-300 calories pour commencer, je pense que ça peut être un bon départ. Donc, soit d'ajouter un peu plus de glucides au repas, une collation additionnelle. C'est juste ces choses-là peuvent permettre d'avoir un surplus calorique nécessaire. Mais là, ensuite de ça, si après, exemple, un mois, on voit que l'individu ne fait pas de progrès ou même perd du poids, là, on voit que clairement, on n'est pas en surplus calorique suffisant. Donc, on peut monter des fois du 500, du 800 ou du 1000 calories par jour. Mais encore là, ça dépend à quel point la personne suit ses apports, si elle respecte, entre guillemets, les recommandations. Donc, il y a quand même beaucoup de facteurs là, qui viennent entrer en ligne de compte. Donc, c'est au moins 200-500 calories, à peu près. Ish.
Ish. Ouais. Parce que ça dépend aussi à quel point, bon, tu veux en prendre rapidement ou quoi que ce soit, tu sais, fait que c'est toujours un gauge, c'est quoi ton appétit, puis... Si c'est trop vite, c'est du gras, par exemple, qui va se prendre. Mais c'est ça. Ouais, si quelqu'un prend comme un 5-10 livres par mois, ben là, je suis désolée, mais c'est pas du muscle. 5-10 livres, il y a une petite partie de muscle, là, mais une grosse partie, ça va être du gras qui va être pris. C'est trop vite. Il faut être patient. La masse musculaire, c'est la patience, puis les gens ont de la misère à être patients. Ça demande beaucoup, beaucoup de patience, de la constance, puis de la discipline, puis c'est là où est-ce que ça coince beaucoup. Puis la prise de masse, autant que la perte de gras, les deux, là, c'est rien que tu veux faire du jour au lendemain. Moi, c'est toujours slow and steady wins the race. Là. C'est un marathon, pas un sprint. Puis je pense que c'est dans notre autre take de podcast que j'ai parlé des mass gainers. Je vais le redire là, dans cette prise-là. Mais tu sais, c'est ça. Quand tu commences à t'entraîner tranquillement, tu fournis pas une si grosse intensité. Puis là, tu es déjà dans le mass gainer. T'sais. Même si t'es comme j'ai pris 50 livres en 2 mois, c'est comme oui, effectivement, mais après ça, le monde se ramasse à faire des cuts qui appellent, puis à tout le temps alterner entre genre bulk puis cut, puis tout le temps faire le yo-yo avec leur poids, puis je suis comme fais juste augmenter progressivement ta masse musculaire, tu vas limiter la prise de gras dans le processus, puis après ça, tu n'auras pas besoin de faire une cut full intense, que tu as faim, puis tu n'as plus d'énergie, puis que après ça, un coup que tu as fini ta cut, tu as juste envie de te pitcher dans la poutine, puis ça peut juste être le fun, puis être capable de garder ça à long terme. C'est pas vrai que tu as besoin de tout le temps faire des bulks puis des cuts. Là, tu peux t'en aller dans la même direction. Là. Fait que, mais par contre, à l'inverse, faire tout le temps une cut, à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Là, je parlais plus pour la prise de masse musculaire, mais évidemment, tu ne veux pas être en déficit énergétique toute ta vie. Là. Ben, ça, si je peux ouvrir une petite parenthèse, là, justement, quand je travaille justement en gestion de poids, prise de masse, j'essaie beaucoup d'amener les gens à mettre un début et une fin. Je leur dis, c'est quand même, si vous êtes, par exemple, en prise de masse musculaire, ben, donnez-vous peut-être 3 à 6 mois, essayez de dire, ben là, vous focalisez sur la prise de masse musculaire. On ne fait pas ça à l'infini, justement, on voudrait focaliser là-dessus. Ensuite, on se mettra en maintien. Même chose pour la perte de gras. J'essaie de dire, ben oui, OK, on essaie un processus de perte de gras, on ne se garantit rien, mais on se donne 3-4 mois. Puis par la suite, on voit durant les 3-4 mois, ben là, il peut arriver des événements, il peut avoir les vacances, il peut avoir Noël. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis après les 3-4 mois, même si des fois les individus veulent pousser, je leur dis, ben là, c'est assez, qu'on fait assez longtemps qu'on est en déficit calorique, on devrait envisager un maintien, puis juste voir si vous êtes capable de maintenir les habitudes acquises, le volume d'entraînement et tout ça. Donc, je pense de fragmenter ça comme un plan d'entraînement. Moi, je trouve en date, ça fonctionne bien. Point de vue psychologique aussi, l'aspect mental, il y a un peu plus de motivation, je pense, aussi dans ce temps-là. Ben oui, puis côté entraînement, il y a des périodes à l'année où on recommande, là, on en a parlé dans d'autres épisodes, d'avoir un mois que soit tu fais d'autres sports d'intensité plus légère, puis tu vas plus être en maintien de tes acquis, là, puis c'est super important de prendre un break une fois de temps en temps. Là. D'où le nom du podcast. Fait que, oui, le break santé. Mais je fais une petite parenthèse parce que je vous écoute parler, puis c'est quand même spécifique à certains types de clientèle. Puis moi, je pense à ma clientèle qui est plus des femmes qui veulent plus gérer leur poids en général, qui ont fait des diètes, des régimes qui ne sont pas nécessairement qui vont utiliser l'activité physique, mais là, pas plus que ça. Fait que c'est pas nécessairement des conseils dirigés vers ces personnes-là. Parce qu'on parle de perte de gras, mais on dirait que pour les gens, c'est comme, mais c'est ça que je veux. Moi, je veux perdre du gras. Fait que, faut comment je fais, puis compagnie. Fait que, je pense qu'il faut faire la distinction aussi, chez des athlètes, chez des gens qui sont sportifs, qui, pour le sport, veulent faire certains changements de composition, mais ça reste que quelqu'un qui veut reprendre des habitudes alimentaires plus équilibrées, puis juste des bonnes habitudes de vie, ben on n'a pas besoin de passer par ce processus-là nécessairement. Là. Fait que je fais juste la petite parenthèse parce que ça peut vouloir amener à se poser certaines... C'est correct aussi de vouloir avoir cette information-là puis le tester, mais ça reste que c'est pas nécessairement pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Non, puis tu sais, on parle d'entraînement, de nombre de reps, d'intensité. Bon, Catherine parlait de déficit calorique, mais tu sais, ça reste que tu n'es pas obligé nécessairement de tout le temps être dans le calcul puis ta balance pour... Tu sais, nous, on le sait parce que théoriquement, dans les études, on voit que tel déficit entraîne tel genre d'adaptation, mais tu sais, tu peux y aller aussi visuellement. Je sais pas comment tu travailles exactement, Catherine, mais tu peux repartir de l'assiette puis juste réajuster les portions. Nous, on le sait parce qu'on les connaît bien, là, ces choses-là, mais on n'est pas obligé de tout virer fou. Puis effectivement, il y a une grande différence entre quelqu'un qui fait que ça de sa vie, s'entraîner, puis checker son alimentation, puis quelqu'un qui fait d'autres choses à faire sur le site. Mais c'est là que d'aller justement consulter quelqu'un qui le sait pour
t'éviter d'avoir ce travail mental-là à faire, ça peut vraiment être bénéfique. Tu sais, nous, à cause qu'on nous donne des conseils comme ça, qu'on sait pas, que c'est pas scientifique, puis c'est pas basé sur les données probantes, même si ça a l'air simple des fois. Tu sais. Mm-hmm. Oui, puis c'est ça. Puis en effet, on en parle, mais c'est tellement de la contextualisation, là, puis de la personnalisation, parce que c'est comme vous dites, là, il faut voir tellement, on part de où. Moi, j'essaie d'expliquer beaucoup, puis je donne souvent beaucoup d'informations pour montrer aux gens vers où on s'en va. Puis je leur dis, moi, mon but avec ce que je vous dis, c'est vraiment pas que vous soyez des experts en nutrition. Oui, d'avoir, je pense, des concepts de base, puis comprendre au moins des concepts de base en nutrition, je pense que ça rend les gens un peu plus autonomes, puis un peu plus critiques par rapport à ce qu'ils lisent ou ce qu'ils vont voir par la suite. Mais des fois, il y a des gens qui veulent aller trop loin. Je leur dis, ben là, on n'a pas besoin d'aller si loin que ça. Souvent, revenez à la base, puis ça va faire amplement la job, puis vous allez être capable de maintenir ça longtemps. Puis, la clé, je leur dis tout le temps aussi, autant monsieur, madame, tout le monde que les athlètes, c'est la façon que vous mangez actuellement. Est-ce que vous voyez faire ça dans 5 ans, dans 10 ans? Si les gens, je leur vois la face changer, je leur dis, ouais, là, clairement, ça va. Il y a de quoi, vous êtes trop extrême, il y a de quoi qui ne fonctionne pas dans votre approche, vous êtes trop rigide, il y a de quoi qui coince, donc il faut revoir un peu les changements d'habitude, aller moins vite, recadrer, puis être plus réaliste. Oui. Ouais, c'est des bons points. Très bons points. Mais c'est ça reste que effectivement, là, on parlait beaucoup de régime diète, ben, c'est que les gens sont habitués d'avoir des résultats rapides. On fait quelque chose sur un court laps de temps, on a des résultats rapides, puis après, ben, ça marche pas parce que justement, c'est trop sévère, trop rigide, puis à long terme, ça échoue pour cette raison-là, mais ça reste que dans notre société, on est habitué d'avoir, c'est souvent ça, je fais quelque chose, j'ai vite des résultats rapides, fait que c'est un processus mental aussi de se dire, oh, OK, fait que ça se peut que ce soit long, puis là, il n'y a pas nécessairement de recette magique, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que je garde à long terme. C'est une adaptation, ça aussi, quand on a été dans un focus, un minding très, blanc ou noir, j'y vais à fond, après ça, je relâche, j'y vais à fond, après ça, je relâche parce que c'est insoutenable, puis c'est lourd, puis c'est culpabilisant, fait que c'est un réapprentissage complètement, finalement. Oui. Ben, faut vraiment que tu travailles ton mode de vie au complet, puis ça aussi, ça a été franchement malmené là, comme terme. Là. Ouais. Change tes habitudes de vie, mais souvent, c'est juste une autre diète cachée ou c'est un autre régime de shake, de protéines puis de remplacement de repas. Mais ça, c'est pas un mode de vie différent. Ça, c'est une diète. Mais changer tes habitudes de vie, ça veut dire travailler tranquillement ton alimentation d'une manière saine et équilibrée que tu peux garder à long terme, de trouver un régime d'entraînement que tu es capable de garder quotidiennement sur une longue période puis que ça ne nuit pas à tes autres responsabilités et ta vie sociale. C'est de trouver un horaire de sommeil qui fait du sens pour toi. C'est de trouver des stratégies de gestion du stress qui sont adaptées à ton contexte. Fait que, ça, c'est changer ton mode de vie. Ça, c'est changer tes réflexes, c'est changer tes comportements, mais c'est pas de commencer à inclure 3 shakes de protéines par jour, là, qui est de changer son mode de vie, ou c'est pas de faire un mois intense de je vais calculer toutes mes calories pour avoir exactement 132 grammes de protéines, puis 36, c'est pas ça. C'est souvent ça qu'on voit sur les réseaux, puis les gens commencent par ça au lieu de juste commencer par la base, tu sais. Mais c'est ça qu'ils se font dire, c'est ça. C'est ça qui est ben oui, puis... Ben oui. Ouais. Oui. Ben écoute, on met d'autres contenus sur les réseaux sociaux maintenant. On en produit. Mais parlant de suppléments de protéines, justement, il y en existe de plusieurs compositions. Là, tantôt, tu nommais aussi les protéines plus caséine et compagnie. Tu sais, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir finalement dans le choix de la poudre de protéines qu'on désirait avoir? Puis c'est quoi les différences majeures là, dans l'efficacité en tant que telle? C'est une bonne question. Puis aussi, j'imagine, vous l'avez remarqué dans votre pratique, les gens en consomment beaucoup plus. La poudre de protéines, c'est beaucoup plus présent qu'avant. C'est moins banalisé. Là. Femmes, là. Oui, autant hommes que femmes, là, c'est beaucoup moins banalisé, puis c'est beaucoup plus accessible. Bon, c'est sûr que la poudre de protéines en soi, il faut quand même encore, je pense, de faire des mythes, même si c'est banalisé. Donc, ça reste que la poudre de protéines en soi, ce n'est que de la protéine. C'est pas un aliment, ça ne va pas contenir des fibres, ça ne va pas contenir d'autres choses, comme si, par exemple, on mangeait un œuf ou du yogourt grec ou du tofu, là, donc c'est digéré très vite. La fonction, c'est pour ça, en fait, d'être digéré rapidement, exemple, après un entraînement. Mais au niveau des types de poudre de protéines, c'est sûr que là, le marché est énorme. C'est pas toutes les qualités qui sont les mêmes, c'est pas tous les types non plus. Les gens ont tendance à penser que c'est la même affaire d'une compagnie à l'autre, mais non. Donc, d'un point de vue plus valeur biologique, qualité de la poudre de protéines,
La protéine laitière, c'est vraiment celle qui a la plus haute valeur biologique, donc la whey, là, la protéine de lactosérum, la protéine de le petit lait. Ensuite, dans la même catégorie, il y a l'isolate, qui, elle, est un peu plus raffinée, puis il n'y a pas de lactose. Donc, dans les deux poudres de protéines qui sont les, entre guillemets, meilleures, de point de vue qualité, c'est pas mal les deux. Après ça, quand on va dans les protéines végétales, là, on a un marché qui est beaucoup plus grand maintenant. Donc, ce qu'il faut regarder en premier lieu, c'est d'avoir une protéine végétale qui contient un mélange de protéines. Donc, d'avoir à la base une protéine de pois qui peut être mélangée avec soit du soya ou autre chose, mais la protéine de pois étant celle qui se ressemble le plus à la whey, à la protéine laitière. Donc, d'avoir un mélange va nous permettre de s'assurer qu'on va aller chercher les acides aminés, le plus d'acides aminés qui ressemblent à celle animale. Puis, c'est sûr que par rapport, si on peut aller un peu plus loin, au niveau de la qualité, là, encore là, ça, c'est une question quand même qui devrait être préoccupante parce que vu que c'est un marché qui n'est pas très, très bien régulé, les suppléments, c'est la même chose pour les poudres de protéines. Hein? Donc, il faut s'assurer, si on veut s'assurer que la poudre de protéines n'est pas, entre guillemets, qu'elle sécuritaire, qu'il n'y a pas de traces de substances dopantes, de stéroïdes ou de substances non désirées, on voudrait des logos comme NSF ou M4Med Choice, par exemple. Donc, c'est bien important de peut-être justement s'informer auprès de professionnels, des gens qui connaissent ça, pour avoir des logos, des suppléments qui vont contenir ces logos-là, pour s'assurer que c'est des compagnies externes qui ont analysé ces suppléments-là. Pour être... Je fais une parenthèse, des professionnels, c'est pas les gens qui vendent les produits. Non, c'est ça. Se nommer, là, parce que c'est ça, souvent les gens vont se dire, mais je vais me faire conseiller par la personne, elle le sait, là, elle travaille là-dedans. Pas nécessairement, je veux juste le nommer. Quelqu'un qualifié et qui a les connaissances là-dedans, ouais. Quelqu'un, ouais. C'est ça. Mais ils ont l'air très convaincants dans les shops. Des fois, j'avais des formations, ils ont leur certificat de formation. Ben oui. C'est juste le ils ont tendance à recommander plusieurs suppléments aussi. Autres, tu t'en vas pour acheter la poudre de protéines, puis les gens ressortent avec 4-5 suppléments, puis donc convaincus que c'est bon, mais tu sais, c'est arrivé des fois là, que mes clients ont posé des questions sur certains suppléments, dont la poudre de protéines, puis j'ai recommandé une marque, puis finalement, ils ont acheté autre chose. Puis après ça, ils sont full déçus pour plein de raisons. Tu sais, ça leur a coûté 3 fois le prix pour aucune raison. Ou les fameuses créatines, il y en a plein de prix différents these days. Là, mais tu sais, la monohydrate, qui est la moins chère, fonctionne très bien. Tu sais, fait que même s'ils sont convaincants, les vendeurs, même s'ils sont en shape, là, on essaye d'éviter. Là, tu sais. Non, je le dis, justement, quand je dis à mes clients qui disent, bon, là, je veux m'en acheter, je leur dis, quand vous allez dans un magasin, essayez de savoir ce que vous voulez. Et dites-vous, je m'en vais me chercher telle sorte, tel produit, puis, tu sais, faites-vous pas trop, en tout cas, faites attention aux influences externes que vous pouvez entendre, des fois, dans ces magasins-là. Oui. Fait que, il y aurait ça, puis sinon, la fameuse poudre de lait. Tu sais, comme... Le lait en poudre, en fait. Là. Ouais, ça, tu sais, j'avais un cours de nutrition au cégep, puis clairement, c'était pas une nutrie du sport nécessairement, là, c'était juste, c'était une nutritionniste, point. Là. Puis elle recommandait, tu sais, pas les poudres de protéines style whey, mais d'aller prendre la poudre de petit lait, tu sais, puis moi, ça m'a toujours accroché, tu sais, comme recommandation. Qu'est-ce que t'en penses? Je dirais que c'était plus une recommandation que j'entendais, ça fait plusieurs années. Là. En soi, c'est sûr qu'à la base, c'est une protéine laitière. Donc, c'est sûr que si on regarde vraiment, oui, ça va fournir des protéines de bonne qualité, mais ça vient avec aussi des glucides, ça vient avec du lactose. Donc, bon, si on a un individu qui veut surtout augmenter son apport en protéines, ça va être un peu compliqué d'aller juste avec la poudre de lait. Bon, au niveau de la texture aussi, qu'est-ce que ça donne si la personne gère le lactose. Donc, c'est pas mon premier réflexe d'aller recommander de la poudre de lait. Ça peut s'intégrer bien dans des recettes, par exemple, mais je pense que ça a ses limites. Mais ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée. En gain de masse musculaire, par exemple, quelqu'un qui veut gagner de la masse, que lui, il a besoin de glucides, puis qu'il digère bien le lactose, je dirais go. Ajoute-le à tes smoothies, à tes gruaux overnight, à tes recettes, là, bingo. Mais encore là, pour d'autres personnes, ça peut pas être un choix qui serait optimal. Ouais, c'est ça. Moi, qu'est-ce qui m'a accroché, c'est surtout que souvent, les gens qui veulent prendre la masse musculaire veulent pas prendre tant de gras que ça non plus, puis ils veulent juste comme aller chercher un supplément de protéines qui apporte pas trop d'énergie de plus dans la journée. Fait que c'est pour ça que pour la poudre de petit lait, j'étais comme pas sûr que ça serait efficace, mais je voulais avoir ton avis de pro du sport là-dessus.
Quand on parlait, tu viens de parler justement de prendre de la masse musculaire sans prendre du gras. C'est compliqué, ça, trop de gras. Ouais, c'est ça. C'est compliqué, ça, parce que, tu sais, c'est souvent quelque chose que j'entends avec ma clientèle. Puis quand on prend de la masse musculaire, ben ça vient un petit peu avec la prise de gras. Donc, la mesure à laquelle on prend du gras, bon, ça va dépendre du surplus calorique qu'on a parlé précédemment, là, mais c'est très difficile là, de prendre vraiment exclusivement de la masse musculaire. Ça demande une discipline de fou, ça demande de vraiment gérer ses apports au corps de tour, de tout surveiller. Là. Est-ce que la majorité des gens sont capables de faire ça? Non, ça peut avoir des conséquences. C'est ça. C'est ça. Ouais. Puis même chose, quand les gens veulent perdre du poids aussi, je le répète, là. On perd de la masse musculaire dans le processus. Puis ce que tu veux faire, c'est inclure l'entraînement puis un bon apport en protéines pour limiter cette perte de masse musculaire-là. Puis quand tu vas extrêmement vite dans les gros régimes de perte de poids, bye-bye ta masse musculaire, là, souvent. Fait que ça, c'est un des dangers aussi. Fait que j'aime ça faire le parallèle avec l'inverse aussi. Donc, je répète, slow and steady wins the race, la gang. Non, mais c'est intéressant de le nommer parce que c'est vrai que c'est souvent ça que les gens vont se dire, tu sais, moi, je vais peut-être perdre du gras, mais prendre de la masse musculaire en parallèle. Fait que c'est bon de recadrer un peu les attentes puis comment que ça marche le corps, là. C'est pas... comme on peut pas décider où on perd directement le poids puis cibler ça, c'est la même chose pour comment on va le prendre, là. Fait que c'est intéressant. Ouais. Puis, on parlait de créatine, là, justement, j'ai mentionné ce fameux supplément-là. Est-ce que tu veux nous en parler? Pour qui? C'est quoi l'avantage? Quand l'intégrer? Puis, ouais. Ben, la créatine, vous l'avez sûrement vu passer, comme qu'elle a vraiment pris en popularité là, dernièrement. Là, je dirais que au moins un client sur deux m'en parle là, maintenant, même si c'est pas des athlètes. Là. Donc, c'est sûr que la créatine, si on regarde juste d'un point de vue littérature scientifique, c'est un des suppléments que ça fait le plus longtemps que c'est étudié. Donc, c'est pas récent, là. Ça ne vient pas de sortir ça du tout, la créatine. Donc, c'est un supplément qui a beaucoup de littérature scientifique là-dessus. C'est quand même bien connu. Je parle surtout, par exemple, de la créatine monohydrate. On l'a nommé tantôt. Donc, c'est celle-là qui a le plus de la littérature scientifique. Donc, la créatine monohydrate en soi, avec pas d'autres ingrédients, pas d'autres ajouts. Donc, ça, c'est vraiment elle qu'on discute là actuellement. Bon, à qui ça s'adresse? Ben, c'est sûr qu'on va recommander ça pour un individu qui est en contexte de prise de masse musculaire ou soit qui fait des sports un peu intermittents ou même force-puissance, donc un peu des sports stop and go comme le soccer, le hockey, le football ou l'haltérophilie, le powerlifting. Par exemple. Donc, c'est quand on va avoir des moments d'entraînement où on a des efforts de haute intensité courte durée parce que ça va être intéressant au niveau des substrats énergétiques. Donc, la créatine, en soi, ce n'est pas un stéroïde. Il faut vraiment démystifier ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore que c'est des stéroïdes. J'ai des gens qui sont gênés de me dire qu'ils prennent de la créatine. Donc, il faut démystifier ça quand même. Là, c'est pas non plus dangereux. Mais tu sais, je vous dirais que c'est quelque chose qu'on ajoute en dernier. Quand l'entraînement est optimisé, quand la nutrition est optimisée, on vient penser au supplément de créatine après. Donc, c'est vraiment une chose à la fois. Puis, tu sais, souvent, comment je vais le recommander, ça dépend si on fait une phase de loading. Donc, phase de loading qui peut être intéressant pour un joueur de football qui veut prendre la masse au début, donc de prendre, exemple, 4 fois 5 grammes pendant une semaine par jour. Là. Puis après ça, on peut continuer avec du 5 grammes par jour tout le temps là, par la suite. Donc, les phases de loading ne sont pas toujours appropriées. Mais en soi, c'est pas nécessairement dangereux non plus pour la santé en soi non plus comme supplément. Là. Donc, ça peut être pris de manière sécuritaire si c'est vraiment approprié pour l'individu, pour la personne. Mais c'est intéressant ce que tu mentionnes parce qu'effectivement, tu sais, comme au début de ma pratique, ça fait un petit bout, là, c'était quand même, il y avait une espèce de peur, de peur autour de la créatine. Il y avait beaucoup moins de littérature là-dessus, puis c'était pas nécessairement quelque chose qui était recommandé. Fait que, effectivement, je pense qu'il peut peut-être avoir encore cette petite aura-là, un peu comme on a eu sur la poudre de protéines, puis la fonction rénale. Mais après ça, tu sais, tu nommais, c'est la dernière chose qu'on va mettre en place. Puis des fois, ce que les gens vont se poser comme question, c'est mais pourquoi, tu sais? Qu'est-ce que ça fait, mettons, que je décide de l'essayer pareil? Parce qu'on le voit, là, tu sais, chez les gens qui sont pas nécessairement, qui s'entraînent pas tant que ça, puis qui disent, moi, je vais tout commencer en même temps, tu sais. Ça serait quoi ton take là-dessus? Ben, c'est de l'argent qui peut peut-être être mis dans le feu tout de suite. Là. Tu sais, c'est sûr que ça coûte pas. Ça coûte quand même de l'argent, là, de la créatine, tu sais, des suppléments comme ça, là, ça coûte un certain montant. C'est juste que quand exemple, on commence un plan d'entraînement,
quelque chose des nouvelles habitudes alimentaires, c'est qu'on va déjà avoir des beaux changements dès le début. Donc, si on fait tout en même temps, on ne sait pas de où viennent les changements. Donc, c'est pour ça que c'est mieux d'aller une à la fois. Puis souvent, on va avoir des gains de masse musculaire juste en faisant des changements nutritionnels. Puis par la suite, venir d'ajouter la créatine, ben, ça va bonifier un petit peu plus le bénéfice, là. Mais bon, on peut, si on veut, on pourrait tout faire en même temps, mais ça dérange pas. Ça une plus-value, là. C'est ça. Bon, il n'y a pas nécessairement de plus-value non plus, c'est pas plus dangereux non plus, ou quoi que ce soit. Pour notre portefeuille. Oui, c'est ça. Mais aussi, qu'est-ce qui est, tu sais, contrairement mettons, à d'autres suppléments, il y en a qui sont très très chers, des suppléments, on s'entend. Au moins, tu sais, dans le cas spécifique de la créatine, c'est vraiment pas le plus cher. Tu sais, fait que ça peut être. C'est ça. Mais ça reste que je pense que le point principal, c'est, comme tu dis, une chose à la fois pour évaluer, tu sais, c'est quoi vraiment qui a fait, tu sais, que tu comprennes que tel changement que tu as fait, ça a donné tel impact. Après ça, tu le vois mieux puis tu le comprends mieux à long terme. Parce que tu l'as expérimenté versus penser que c'est la créatine qui a fait des miracles dans ta vie. Alors que c'est pas toujours le cas, ben, c'est n'importe quoi. Puis il y a un kid avec qui je travaille qui dit tout le temps l'affaire avec les nouvelles BBL ou les nouveaux suppléments, tu sais, il dit c'est cool, là, mais il dit c'est juste que ça peut détourner l'attention de ce qui est vraiment important. Tu sais, des fois, ça donne autant que les multivitamines, des fois, ça donne un faux sentiment de sécurité. Autant que dire ben, je prends ma poudre de protéines, ma créatine, j'ai pas besoin de pousser si fort que ça au gym, j'ai pas besoin d'être constant dans mon entraînement. Tu sais, souvent, il y a comme ce minding-là. Fait que j'aime bien sa phrase. Ça détourne le regard des fois de ce qui est important. Oui, parce que la prise de masse musculaire, c'est vraiment au gym, c'est de travailler fort, c'est de pousser, c'est bien plus ça qui va amener les changements et le gain de masse là, que la créatine en soi. Exactement. On est bon dans la suroptimisation puis d'essayer de trouver d'aller trouver le moyen le plus facile, le plus facile d'accomplir nos objectifs, mais tu sais, dans la vie, pour l'entraînement, puis de règle générale, il n'y a rien de facile. Faut travailler fort pour tout, là. Tu sais, je pense que aussi, si encore là, je rouvre une petite parenthèse, c'est quand même important, nous, en tant que nutritionnistes, puis de personnes qualifiées, d'en parler de la créatine parce que je travaille aussi avec des ados. Puis, je vois de plus en plus d'ados très jeunes commencer à prendre la poudre de protéines, de la créatine. Donc, si on n'en parle pas, ben souvent, justement, ces jeunes-là n'ont aucune base nutritionnelle. Ils mangent un peu tout croche, ils déjeunent pas, ils mangent même pas à moitié dans leur journée, puis s'entraînent très fort. Donc, ils prennent déjà des suppléments comme ça. Donc, je pense qu'il y a un gros volet éducatif qu'il faudrait faire puis qu'il faut continuer d'en parler pour leur donner de l'information fiable. Ouais. Il y a quelque chose qui a fait sciller mes oreilles dans un documentaire récemment qu'on a écouté, Sarah et moi. C'était comme la créatine, c'est la porte d'entrée pour les stéroïdes. Puis, tu sais, j'étais comme, OK, attends un peu. Là, on mélange vraiment des choses. Là, là on parle d'un minding d'hyper-performance dans le sport qui tranquillement prend de l'ampleur, mais c'est pas le fait de prendre de la créatine qui va t'amener à prendre des stéroïdes. Là, finalement, c'est plus ton approche. C'est la personne qui il y a quelque chose là, qui l'obsède avec ça, qui t'amène souvent à prendre des stéroïdes. Il y a une autre chose, j'entends aussi de cycler là, finalement là, la créatine. C'est comme mélangé des fois, là, je pense. Peut-être que c'était la confusion justement avec les stéroïdes, de dire faut que je l'arrête, que je recommence, alors que ça serait pas nécessaire de le cycler. Là. C'est pas nécessaire non de le cycler, non. Non, parce que oui, les stéroïdes, c'est ça, c'est des cycles, là, on s'entend, mais là, on parle pas de la même affaire du tout. Là. Non, on peut prendre ça à l'année, la créatine. Là. Oui. C'est intéressant de préciser. Mais c'est vrai moi aussi, j'ai entendu ça très souvent. Oui, misconception. Mais aussi, ça, c'est une expérience personnelle qui m'a vraiment fait allumer, puis j'ai fait ça fait du sens. J'ai mangé végé pendant vraiment longtemps, puis je suis vraiment pas un grand consommateur de viande, là, du tout. Puis j'ai remarqué, là, j'ai commencé à prendre la créatine récemment, puis avant de lever des charges lourdes, on dirait que c'était juste pas accessible. Comme pas que c'était pas accessible, mais ça me tirait du jus. Puis, tu sais, j'ai même pas pensé que la créatine pourrait avoir autant un effet, potentiellement. Puis, je me demandais, tu sais, t'as-tu lu de la littérature? Ben, j'en ai vu, mais tu sais, toi, t'en as-tu vu peut-être plus sur l'effet chez les végés versus les omnivores, tu sais? C'est un bon point. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que la créatine, entre autres, là, moi, je dirais que mes clients végés, véganes, j'ai tendance à leur suggérer un supplément de créatine. Parce que les apports principaux au niveau de l'alimentation, c'est la viande.
puis les poissons. Donc, on peut penser que les végés véganes ont des apports en créatine pas mal plus faibles. Donc, moi, souvent, je leur dis, considérez de prendre un supplément de créatine, ça pourrait être une bonne idée. C'est qu'ils s'entraînent, ou même si leur objectif, c'est pas de la prise de masse, là, juste de prendre un supplément de créatine, ça pourrait être quand même pertinent pour eux, en effet. Oui, la performance, mais juste aussi d'avoir de l'énergie puis d'être capable de pousser à l'entraînement, même s'ils font du CrossFit pour le plaisir et tout ça, mais qui veulent optimiser juste leurs apports, là, ça peut être bien si ça les intéresse aussi, évidemment. Tellement, puis tu sais, comme je dis, vraiment juste du côté expérience, mon expérience avec les poids lourds était désagréable. J'enlevais juste pas parce que c'était désagréable. Fait que tu sais, j'imagine que vraiment mes apports en créatine étaient insuffisants, puis de par le supplément, ça a juste rendu ça comme plus accessible. Là, je suis comme, OK, pas de problème, là, je peux lever lourd, puis là, j'augmente vraiment mes poids récemment, fait que c'est vraiment... C'est le fun, là, tant mieux. Ouais, c'est un très bel ajout, fait que maintenant, je suis comme, on aime ça, la créatine. Mais parlant de ça, justement, on parlait de végé, vegan et compagnie, là, je vois le temps filer, peut-être qu'on pourrait... je sais pas ce que t'en penses, Antoine, mais on pourrait peut-être conclure peut-être un peu là-dessus. Tu sais, c'est quoi les considérations qui seraient un petit peu plus à prendre en compte si on mange moins, ou tu sais, mettons, flexitarien, là, je vais m'inclure là-dedans, que c'est pas de la viande nécessairement à tous les jours, puis c'est pas si présent que ça. C'est sûr que les préoccupations en soi reviennent, les préoccupations de base reviennent un peu à la même chose que quelqu'un qui est pas végétarien ou flexitarien ou vegan, là. Premièrement, ça va être s'assurer que la personne ingère assez de calories, parce que une personne qui est végane ou végé va consommer des protéines qui sont beaucoup plus des sources de protéines beaucoup plus bourratives, du tofu, des légumineuses. Donc, déjà en partant, ça peut arriver que justement les individus qui mangent comme ça vont avoir des apports caloriques un peu plus faibles. Donc, ça va être un défi d'avoir un surplus calorique dans un contexte comme ça. Donc, il faut vraiment s'assurer, premièrement, que la personne en mange vraiment en surplus calorique. Ensuite de ça, les besoins de protéines, c'est d'être capable de combler les besoins, mais peut-être d'aller en chercher un petit peu plus, parce que l'absorption des protéines est un petit peu plus difficile. Est un peu plus complexe, je veux dire ça comme ça, là, à cause de certains facteurs nutritionnels pour quand on est végé, vegan. Donc, c'est juste de s'assurer d'en avoir assez. Donc, des fois, un supplément de poudre de protéines peut être intéressant dans certains contextes. Donc, une protéine à base de poids, par exemple, qu'on ajouterait au déjeuner autour des entraînements. Mais après ça, les autres, mis à part protéines puis énergie, calories, il y a les apports en oméga 3, les apports en vitamine D, calcium, fer, pour les acides très importants, B12. Donc, c'est certaines préoccupations, les apports en iode aussi, à faire attention quand même. Donc, c'est sûr que c'est mieux d'être encadré, je pense, dans ce temps-là avec un nutritionniste, là, mais d'avoir des bonnes bases comme ça. Ouais, tellement. On avait cette discussion sur les fameuses légumineuses à un moment donné, moi, puis Sarah. Puis... ça fait ça que je disais juste, pour aller chercher, mettons, le fameux 1,6 g par kilo, tu sais, j'ai dit, tu vas en manger en maudit, là, des pois chiches, là, tu sais. Ouais. Faut aller chercher autre chose, là, tu sais. Fait que. Tu vas avoir mal au ventre avant, c'est sûr. De la levure nutritionnelle, des poudres protéinées, de la PVT, du tofu, du sétan, donc c'est varié. Ouais. Il y a d'autres sources vraiment plus efficaces dans la PVT, mon favorite. Super. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment super intéressant. On aurait pu jaser encore pendant 2-3 heures de plein de sujets. Fait que, merci de l'invitation. J'ai vraiment apprécié moi aussi. Là, j'espère que ça va éclairer certaines personnes s'il y avait des questions en lien avec ça aussi. Oui, certainement. Oui. Je trouve que ça enligne bien parmi l'ensemble de fausses informations qu'on entend un petit peu partout. Là, ça va faire du bien. OK, merci. Tu sais, là, on parle de surplus énergétique, mais tu sais, est-ce que nécessairement, quand tu veux gagner de la masse musculaire, il faut absolument avoir un surplus énergétique? Oui, puisqu'on a parlé beaucoup dans l'épisode, puis je voulais juste faire une précision parce qu'un surplus énergétique, ce que c'est, dans le fond, c'est manger un petit peu plus que tes besoins. Mais il faut que tu regardes de où tu pars. Fait que c'est pas nécessairement que si présentement, sans le savoir, tu manges plus que tes besoins, il faut pas que tu rajoutes de plus. Parce que là, c'est pas ça l'idée, là. On veut pas non plus faire en sorte que tu manges vraiment trop. Fait qu'en fait, c'est de partir de tes besoins qui ont été... pour pas dire dans des cas plus particuliers, on pourrait les calculer en conséquence, puis ajouter un surplus à tes besoins, donc manger un petit peu plus que tes besoins. Fait qu'il faut toujours regarder de où je pars présentement dans mes apports. C'est pas tout à fait la même chose. Fait que je voulais quand même le préciser. Puis après ça, Antoine, je te relance la balle pour les protéines versus
justement ce surplus énergétique-là. Ouais, puis tu sais, dans le fond, comme on dit, ça dépend d'où tu pars. Tu sais, si t'es déjà quelqu'un qui mange en haut de tes besoins, c'est pas nécessairement aller rajouter des calories par-dessus qu'on veut. Des fois, c'est peut-être juste de revoir la répartition des macronutriments. Tu sais, des fois, on a tendance à accorder une grande... En tout cas, pour mes clients, ils accordent beaucoup une grande place dans l'assiette aux glucides, puis aux grains, aux pâtes, ces affaires-là. Ah, tu vois, moi, pas en tout. Ben, Sarah, c'est complètement l'inverse. Moi, c'est complètement l'inverse. Ben oui. C'est pour ça que je dis pour mes clients, puis on le sait très bien que c'est ça, mais tu sais, en tout cas, pour mes clients, souvent, il y a comme beaucoup trop de glucides puis de lipides par rapport aux légumes puis aux protéines, mettons. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste d'aller réajuster les proportions pour avoir suffisamment de protéines qui sont les blocs des Lego pour construire ton château, finalement. Tu sais, fait que des fois, juste ça, c'est là qu'on va aller chercher de la masse musculaire plutôt que de te dire, je vais aller ajouter un shake de mass gainer. Puis, ben, Sarah, évidemment, toi, ton portrait, il est complètement différent. Moi, c'est l'inverse. Souvent, les filles vont arriver avec... Ben, c'est pas tout le monde qui mange suffisamment de protéines, mais ils vont arriver avec... Ils vont s'être tellement fait driller dans les régimes ou les diètes que, tu sais, les protéines, ça coupe la faim. Ce que ce n'est pas, comme on expliquait dans l'épisode. Puis, il n'y aura pas assez de place aux glucides. Fait que c'est vraiment ça qu'il va falloir aller voir. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans le ratio... c'est ça, comme tu disais, quelle place j'accorde en pourcentage d'énergie dans ma journée aux glucides versus aux protéines puis aux lipides, puis comment la répartition de l'assiette va être faite. Fait que, dans le fond, il faut personnaliser en fonction de chaque personne, mais ce qu'on voulait être sûr que le message passe bien, que faut savoir de où je pars par rapport à mes besoins. Mes apports sont où par rapport à mes besoins présentement? Fait que c'est pas d'écouter ça puis de se dire automatiquement, si je veux prendre la masse musculaire, il faut que je mange plus. Et attendons. Faisons évaluer nos apports avant. Par la bonne personne. Hein? Par la bonne personne, toujours. Pas par une application nécessairement. Là. Tu sais, ça dépend. Non, les méthodes de calcul sont quand même compliquées. Il y a des grosses marges d'erreur. Fait que si tu peux aller voir une nutritionniste pour essayer d'avoir un calcul plus précis, ben c'est toujours idéal. Ça peut être intéressant. Yes. Donc voilà pour notre petite précision. Fin de la parenthèse.